Imaginez une apocalypse de sable où tout est enseveli sous des dunes de sable infini. Des monstres géants rôdent sous la surface et les gens se disputent les dernières miettes de ressources. Et dans ce mode de sable en ruine, il n'y a que seul garçon capable de contrôler tout le sable qui l'entoure. Pouvez-vous imaginer de quoi il est capable? Le monde entier est entre ses mains et son potentiel est illimité. Alors voici comment tout a commencé. Il y a 100 ans, un rayon de lumière a frappé la Terre et a tout consumé sur la planète, transformant la géante bleue en une planète de sable. Ce qui restait de l'humanité construisit sa propre forteresse. Zoon, notre protagoniste, est un misérable paysan pris au piège entre une poignée d'eux qui prenaient plaisir à tuer les autres. Mais notre garçon n'est pas une mauviette, car il a riposté de la même manière, rappelant qu'il n'avait jamais vraiment tué personne. Il a eu un petit accident au cours duquel un homme a essayé de lui voler ses affaires et a fini par mourir accidentellement. Le mode code des éveilleurs qui sont traités comme des dieux. Et l'idée qu'il avait tué quelqu'un qui avait un lien avec Lyog, quelqu'un qui s'était éveillé le terrifiait. Ce même resta insensible au coup de poing du gamin et le repoussa violemment, utilisant ses pouvoirs éveillés pour donner une leçon au rat. Heureusement, un accident a provoqué le renversement du véhicule, blessant ceux au passage. Le chauffeur, au bord de la mort. Un racoté qu'il était en train d'être avalé tout entier par un ver des sables de la taille de Godzilla. Zoon devait se battre pour sa vie, sachant que son heure était venue car il était faible, que s'il avait été plus fort, les choses auraient été différentes. Le ver des sables l'avala, mais le garçon ne mourut pas. Se découvrant à sa grande surprise vivant à l'intérieur de la créature, cet homme décida de devenir le prochain Paul Tradé car il avait tout vu. Les vestiges détruits de l'humanité lui apparurent en grand nombre, lui montrant ce qu'il était advenu de leur merveilleuse planète. À ce moment précis, il éveilla pour la première fois son premier pouvoir et instinctivement lança le sort lance-sable, transperçant le flanc de la créature de tir précis. Maintenant qu'il avait le pouvoir de vivre, Zoon, contre toute attente, osa utiliser le sable pour survivre face à l'impossible. Zoon peut sentir chaque infime battement de son cœur. C'est comme si son corps s'était chargé d'une énergie incroyable. Comprenant qu'il s'agit du processus d'éveil, il serre le poing. Pendant ce temps, on assiste à cette scène insensée où le ver des sables de dune est sur le point de dévorer le minuscule humain. La créature tend la main pour l'avaler tout entier tandis que Zoon reste là, campé sur ses positions refusant de s'écarter. Étonnamment, un type intervient rapidement pour lui sauver la vie, expliquant que le gamin lui mettait une pression énorme sur le visage. Le type projette Zoon en l'air, le faisant s'écraser au sol dans un fracas assourdissant. Moga crache du sable et se demande comment diable ce type, sorti de nulle part, a réussi à le mettre KO comme Minato Namikaze. Mais dès qu'il relève les yeux, Bro est terrifié de voir que cet homme a enfoncé une lame dans le cou du ver des sables, faisant jaillir de son corps un sang noir comme du goudron. L'homme taquine la créature qui l'a obligé à grimper si haut, se demandant s'il ne devrait pas la renvoyer tout en bas. Préparant son coup de pied, il décide de le frapper directement dans l'épée, poussant le monstre jusqu'à sa mort. Notre garçon a repris ses esprits. Le fait qu'une personne aussi puissante que ce parfait inconnu ait réussi à éliminer ce ver des sables n'est pas une messe à faire. Il s'agit en fait de la première rencontre de Zoon avec le ver des sables. Et avant même qu'il ait pu réagir, une jolie méchante aux cheveux bleus s'approche de lui et révèle qu'il s'agit du capitaine Jeong-Hyuk Bam, toujours aussi flamboyant. Encore une fois, Zoon n'a absolument aucune idée de la façon dont ces types le prennent de court comme ça. C'est comme s'il surgissait de nulle part. Pendant que la fille est occupée à voter ses talents exceptionnels de capitaine. Un seul regard sur son corps lui suffit pour comprendre que cette femme est immensément puissante. Mais plus encore, l'enfant est perplexe face à la paralysie soudaine de son corps. Yogbo affirme que Ver des Sables ne représente même pas un adversaire redoutable pour lui. Puis il s'adresse à Gisèle avant de regarder sur le côté. Le capitaine se retourne et aperçoit ces deux-là en train de discuter. Gisèle est enjouée et obéissante envers son capitaine, mais elle a bien du mal à traîner Zoon comme une poupée de chiffon. En un instant, elle maîtrise mon gars et le plaque au sol. Et je parie que beaucoup d'entre nous aimeraient bien être à sa place en ce moment. Gisèle tente de deviner sur un tobadet le grade et les compétences du garçon, se demandant quelle méthode elle devrait utiliser pour le découvrir. Mais soudain, elle remarque quelque chose d'étrange. La particularité est que Zoon n'est en réalité pas du tout un éveilleur. Coincé comme ça, notre garçon n'arrive même pas à croire ce qu'elle dit en ce moment. Gisèle continue de lui défausser le bras tout en expliquant au capitaine que le gamin n'a même pas des signes de grade. Zoon est perplexe, allant même jusqu'à se demander si cette fille n'est pas aveugle, car chaque éveillé est censé porter un insigne. En observant la scène depuis la voiture, un autre coéquipier leur crie de se dépêcher. Gisèle demande l'avis du capitaine, expliquant que ce serait bizarre de laisser ce type mourir là. Je veux dire, notre garçon a aussi ses propres raisons de se plaindre, car n'est-ce pas la même fille qui a failli lui casser le bras tout à l'heure? Yogbo fixe l'enfant droit dans les yeux avant d'ordonner à Gisèle de le jeter derrière elle puisqu'il semblait se diriger vers la mine. Eh bien, dans la scène suivante, nous retrouvons notre petite voiture délabrée remplie d'une bande turbulente. L'équipe de Nyangfubom n'est pas exactement du genre pacifique. Il provoque un sacré remue-ménage. Pendant ce temps, notre garçon est repoussé à l'arrière et attaché comme s'il était au bagage. Il écoute leur conversation jusqu'à ce que du sable s'effiltre dans le véhicule. En réalité, c'est Zoon qui manipule le flux du sable lui-même,
confirmant ainsi qu'il a bel et bien éveillé ses pouvoirs. En même temps, il ne comprend pas pourquoi personne ne peut voir ses insignes de grade. Et en y jetant un coup d'œil, il trouve lui aussi la marque étrange. La couleur paraît orange, mais elle correspond en réalité à la couleur du sable. La lumière allumée d'une marque indique toujours la classification de celui qui l'a allumée. Autrement dit, les types magiques sont généralement classés en bleu. Les maniaques du combat ont une orientation rouge. Et bien que des informations aient circulé sur d'autres types d'éveilleurs, c'est la première fois que Zoon entend parler de quelqu'un capable de manipuler le sable. Même s'il le fait sans effort en ce moment, c'est unique en son genre. Malheureusement, il sait aussi que c'est un rang F. Mais le point positif, c'est qu'il possède un potentiel infini, ce qui lui permet de s'adapter comme le désert. Notre garçon est content de ce qu'il a, espérant cacher ses pouvoirs jusqu'au moment opportun. Parce qu'à terme, cet homme sera capable de contrôler tout le désert à sa guise et, par extension même de dominer la planète, ce qui me fait me demander si à ce stade, il est un héros ou un méchant. Bref, nous arrivons à la magnifique mine de cristaux magiques. Zon aperçoit un point de contrôle et marmonne que tout semble normal. Un homme lui ordonne de le suivre sans aboyer. L'enfant n'a donc d'autre choix que de suivre son exemple. Observant la scène à distance, Jazel et Yog-Bom expriment leur malaise face à cet enfant. Le fait qu'il soit le seul survivant peut être attribué à la chance. Sauf que le capitaine rejette catégoriquement cette idée. Vous voyez, à l'époque où il regardait autour de lui, il a vu le trou béant du ver des sables sur un côté de son corps, ce qui signifie que ce gamet est certainement impliqué. C'est dommage que Yog-Bog ne demande même pas le nom du garçon, car il pense qu'ils sont destinés à se croiser à nouveau. Dans la scène suivante, il y a un petit rebondissement. Vous voyez, on suppose que l'esprit moyen est rempli de tunnels, mais ici, les gens s'affairent et profitent des festivités. Zon n'avait pas anticipé un tel résultat. Pendant ce temps, l'homme qui le surveille le nargue en lui disant qu'il va bientôt appeler le superviseur. Alors le gamin a intérêt à rester où il est. Notre garçon n'est pas vraiment ravi d'être laissé tout seul dans un endroit pareil. Alors que l'autre se demande s'il devrait lui donner un coup de pouce en lui logeant une balle dans la tête. Il s'en va en se chamaillant, laissant le gamin faire ce qu'il veut car cela n'aura aucune importance de toute façon. Cette conversation mise à part, Zo comprend qu'il doit manger quelque chose puisqu'il a très faim. Il jette un coup d'œil autour de lui, à la recherche de magasins qui répondent à ses besoins. À ce moment-là, Zo remarque une affiche sur le mur incitant les ouvriers à illuminer la ville. Le vendeur lui tend un verre et lui demande si c'est un mouvement inspirant. Les mains de l'homme sont rugueuses et couvertes de cicatrices, ce qui signifie que la véritable source d'énergie de la ville n'est pas constituée par les pierres de mana. Zo, qui ignore où cette conversation va mener, demande quelle est la véritable source d'énergie. En désignant le garçon du doigt, il souligne que les gens comme lui, les gens comme Zo, sont en réalité la véritable source d'énergie. On leur donne toujours des instructions précises, et il y a toujours des remplaçants pour combler les postes vacants. C'est donc une source d'énergie véritablement magnifique et inépuisable. Notre garçon est agacé que ce type le ridiculise déjà dès leur première rencontre, lui rétorquant que le vieux gisé devrait s'inquiéter pour ses jours cotés sur cette planète. Le vieil homme explique à l'enfant qu'à son âge, tout semble intéressant. De plus, il est au courant de la descente de Zo à l'intérieur du corps du ver des sables, ce qui stupéfie encore davantage le garçon. Le vieux gisé continue de le réprimander, lui expliquant que Gamet comme lui finira de toute façon bientôt dans le ventre de ver des sables, car ce n'est pas un endroit où un enfant peut se cacher. Zon se défend en affirmant qu'il est simplement là pour gagner de l'argent, tandis que c'est une boum-feu poète du doigt et l'arrière dans l'espoir d'éclairer le garçon d'une révélation. Qu'y a-t-il au fond? Un simple tas de ferraille. Zon ne comprend pas. Le vendeur explique donc qu'il a collecté tous ces objets au par un, et là, il lâche la bobe. Ce sont en réalité les restes de tous ceux qui sont venus ici avant et qui ont rencontré la même réalité que l'enfant va rencontrer. Ici, tout le monde essaie de résister à la tentation de se rendre dans les mines, mais c'est justement ce qui rend les pierres de mana si tentantes. Terrifiés par la pire des morts, ces novices tentent de tout vendre pour survivre. Ils s'accrochent à la vie désespérément tout en vendant une partie de leur âme. Mais au final, tout cela n'a aucune importance. Rien ne s'améliore pour eux et ce qu'ils accumulent finit toujours par leur échapper. Ils subissent tous le même sort. Il lui est donc désormais plus facile de dire directement à ces gens que la mine les engloutira. Ceux a l'audace de déclarer que des rats comme Zo et ceux qui l'ont précédé ne laissent même pas de nom derrière eux, et qu'il est ravi de voir les restes du gamet après sa mort. Ignorant de ses propos incohérents, il demande le prix. Le vieux gisé demande des dizaines, une somme tellement ridicule que Zo lui hurle dessus. Apparemment, chaque ressource ici coûte une fortune. Même la brochette qu'il a mangée plus tôt n'est pas différente. Zon dénigre la qualité de la viande avant de révéler qu'il n'a même pas la somme qu'il demande. Pendant qu'il se justifie et se défend en expliquant qu'ils essaient de le piller, ils ne se rendent pas compte que tous les autres bouchers et ouvriers du secteur sortent leurs armes pour l'abattre. Oui, ils sont aussi impitoyables. Zon ne cesse de clamer qu'il ne paiera pas un seul satime, quand soudain arrive et le prend à revers. La peur de la mort submerge un instant notre garçon, tandis que le vieil homme lui lance une énigme, lui demandant comment un vieil homme comme lui peut bien gérer une entreprise dans un endroit aussi miteux. C'est parce que la réponse est qu'ils sont tous corrompus. Zon se retourne et voit qu'il est confronté à plus d'une douzaine d'hommes, tous alignés pour le découper en morceaux.
Se comportant comme une sorte de chef mafieux, le vieil homme demande avec amusement ce que ce gamet va faire ensuite. Zon rugit qu'il n'a rien à offrir, qu'il est inutile de demander une telle somme pour un verre. Conservant son avantage dans la négociation, il propose volontiers une solution. Il lorgnait la pierre de mana de Zon dans sa poche, convaincu que c'était au juste retour des choses. Notre garçon est effrayé de voir comment toutes les rumeurs concernant ses agissements se sont répandues comme une traînée de poudre. Alors que ceux continuent de l'inciter à jeter la pierre, il lui propose même un prix équitable. Zon oppose un refus catégorique, expliquant qu'il a dû traverser l'affaire et en revenir pour obtenir cette pierre. Il veut discuter calmement avec le vieux Gisé, mais il est clair que ses paroles ne valent rien car, l'instant d'après, un colosse lui attrape la tête et la fracasse sur la table, suggérant même d'enterrer le gamet. Furieux, Zon active un canon à sable et boum, le bras de ce type vole en l'air. Voilà ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise personne. Le même bras atterrit entre les mains des autres hommes qui étaient prêts à tuer Zon. Refusant toute discussion verbale, Zon déploie des pics de sable, massacrant tous les hommes corrompus de la zone. En fait, c'est ce qu'il imaginait, du moins parce que cette scène d'action spectaculaire n'existe pas dans la réalité. Au lieu de cela, on voit Zon saigner du nez, l'air absent maudissant son sort. Finalement, Bro doit jeter la pierre dans le vieux Gisé, obtenant ainsi tout ce qu'il désirait de cet accord. Le vieil homme était pressionné par la taille colossale de cette chose, suggérant qu'il s'agit d'une centaine d'âmes. Encore une fois, c'est un prix ridicule, car Zon rétorque qu'il est au moins 300 fois supérieur à sa taille. Le vieux Gisé a tout le pouvoir, alors il rabaisse une fois de plus le gamet, le réprimandant de ne pas être devenu de la merde de verre des sables au lieu de venir ici. Un autre coup de gogue plus tard. Zon atteint ses limites et compte bien déployer toute sa puissance dès ici. Mais même maintenant, il sait qu'il n'est pas assez fort pour faire quoi que ce soit. Zon demande une prime adéquate en échange de la pierre. Le vieux Gisé corrompu n'y voit aucun inconvénient, mais il lui conseille de se méfier des pickpockets, pro à voler n'importe quoi. Conformément à leur premier accord, il joue la carte de la diplomatie et suggère à l'enfant de choisir n'importe quoi dans le tas de ferraille. En fouillant un peu partout, notre garçon ne trouve rien d'utile. Et pendant qu'il boude, le vieil homme est intrigué par son comportement. Le fait que l'enfant refuse de perdre une seule pièce. Ce genre de mesquinerie est rare dans une zone comme celle-ci. Zon s'amuse avec des costumes de clown de pacotille, puis il découvre quelque chose d'intéressant, quelque chose que même le patron qualifie d'article intéressant. Notre garçon choisit ce petit sablier pour sa prime. Et tandis qu'il s'en va, le patron le taquine une fois de plus sur son choix sélectif en matière de déchets. Avant de partir, Zon demande le nom du vieil homme, qui annonce à haute voix qu'il s'appelle Clexi. Notre garçon grave ce nom dans sa mémoire, espérant que leurs chemins ne se croiseront plus jamais, ce qui sous-entend une menace directe. Clexi ne manifeste aucune peur et retourne à ses côtés. Dans la scène suivante, l'enfant est occupé à examiner le matériel du sablier. Zon apprend qu'il faut environ 10 minutes pour que la mesure s'épuise. Il réside actuellement dans ces quartiers, et afin de tester ses capacités, notre garçon prend une grande inspiration. Puis, il concentre toute son attention sur le tube, ordonnant au sable à l'intérieur de se déplacer immédiatement. À sa grande surprise, rien ne se passe réellement. Bro s'humilie en fixant son reflet vide, perplexe de constater que ses pouvoirs ne sont en réalité pas liés à l'éveil. Son pouvoir reste un mystère car il n'a jamais vu personne l'utiliser auparavant. Mais chose étrange, Zon ressent des choses bizarres en provenance de la décharge. Ce sablier posé là comme par magie lui fait penser qu'il a été placé là délibérément, comme s'il l'appelait d'une sensation nouvelle. Avant que Bro puisse comprendre ce qu'il ressentait, un imbécile a défaussé la porte en lui demandant s'il était le nouveau qu'on avait amené ici. Immédiatement, Zon est maudit et encore plus réprimandé pour ne pas être déjà à la mine. De son côté, Mano s'en fiche complètement. Zon tente de redorer son blason en demandant à l'autre de bien le traiter, mais il reçoit un uppercut en plein visage et est envoyé valser. Mano prépare un deuxième coup de poing, l'enfonçant profondément dans l'abdomen du gamet, en lui ordonnant de la fermer. Mais ce n'est pas tout. Zon est lui aussi traité comme un morceau de viande, simplement parce qu'il a froissé l'ego de cette brute. Mono le qualifie de losé inexpérimenté qui a des problèmes d'attitude, et pense que les gens comme lui sont censés se faire discrets et encaisser des coups pour sauver leur peau. Après avoir éprouvé la satisfaction d'avoir tabassé un gamet, il ordonne à Zon de se mettre immédiatement à sa poursuite. Notre garçon se lève sans se dégonfler. La première chose que dit Bro, c'est qu'il est un psychopathe et que quoi qu'il arrive, Zon finira par tuer Mano. J'adore la façon dont Bro est en train de se constituer une liste de personnes à éliminer qu'il va utiliser pour neutraliser tout le monde. Dans le troisième secteur de l'entrée de la mine, Zon est conduit vers la zone de travail principale et rapidement équipé. Il est précisé à l'avance que les frais de nourriture et d'équipement seront déduits de sa rémunération et que l'objectif principal est de collecter des pierres de mana comme un chien. Au début, notre garçon pense que c'est une tâche simple, mais avant qu'il puisse poser une autre question, son casque est fracassé par la pioche de Mano. Ce type précise clairement qu'il se fiche que le gamin ne sache pas manier une pioche, et qu'il déduira également du paiement le coût du casque. Mano ordonne ensuite à son subordonné de jeter Zon dans le puits numéro 972, qui est censé être le des pires endroits qui soit. Zon n'en a plus rien à faire et se contente d'obéir aux ordres, tandis que son imbécile de manager insiste sur le fait que s'il ne revient pas avec une pierre de mana,
il sera exécuté sur le champ. On peut dire que j'ai le pire boulot du mode. Ici, dans ce véritable enfer qu'est cette mine, même le subordonné du gamet explique que c'est le pire endroit qui soit. Le fait que Zoon ait rejoué le groupe le jour même où Mano a perdu son argent au jeu n'arrange rien, ce qui surprend notre garçon qu'il existe même un casino dans les environs. Son ami ici présent affirme que tout est disponible, pas différent de nos Soul d'ailleurs. Zoon pense qu'avec des clowns comme ce manager minable, il est certain que des entreprises comme celle-ci tiendront au moins certaines de leurs promesses. Notre garçon ne sait pas non plus s'il pourra manier une pioche sans problème à cause de sa police, qui la rend sujette aux échymoses. Cependant, son nouvel ami l'assure qu'il ne risque pas de se blesser là-bas car, voyez-vous, personne ne s'est jamais blessé dans le tunnel. Même pas un seul. C'est un avertissement inquiétant. Mais ils finissent par arriver au tunnel édiqué. Notre garçon se demande s'il lui suffit de récolter les cristaux de mana et de revenir. Mais l'autre l'interrompt brusquement en disant qu'en fait, il ne reviendra pas. Après tout, plus d'une douzaine de personnes ont disparu simplement en étant ici. 4 personnes parient également sur le fait de lui sauver la vie en ce moment même. Personne ne sait même si les autres sont morts. Mais tout ce que ce gars du coin a à offrir, ce sont des excuses et sa gratitude pour s'être aventuré dans un endroit si dangereux qu'aucun être humain ne pouvait y mettre les pieds. Zon lui crie dessus réalisant que tous les autres sont morts. Il veut des réponses mais ce type elle abandonne littéralement à son sort. Son audace ne l'ébranle pas. Ça motive notre garçon à faire très attention à cet endroit. Je suis furieux qu'il l'ait envoyé mourir ici à cause de leur seule colère. Malheureusement, dès le premier coup, la pioche se brille et lui échappe des mains, rebondissant jusqu'à l'autre côté. Épuisant, Zoon tente de l'atteindre tout en se demandant à quel genre d'affaire il est censé survivre. Il était en colère auparavant, c'est pourquoi il n'a pas pu s'en apercevoir. Mais le mana dans cette partie du tunnel est extrêmement dense, ce qui le fait se demander si les autres ne pouvaient jamais le ressentir parce qu'ils n'étaient pas des individus éveillés. La densité est si épaisse qu'elle le submerge à mesure qu'il s'affosse, ce qui confirme également qu'une personne normale ressentirait déjà une sursaturation en mana. Ignorant de la source de mana, Zoon découvre sa pioche dont le manche semble cassé. Il est tout simplement heureux de l'avoir trouvée. Et juste au moment où il commence à se sentir reconnaissant de son sort, mon pote met le pied dans un vide littéral, ce qui lui fait sortir les yeux de la tête. L'abîme elle attire vers le fond, stupéfiant Zoon par l'apparition soudaine de portail. Son casque s'est brisé sur le côté, juste à côté de la pioche cassée. Cela nous amène en fait à une séquence d'une flashback sur le passé du garçon, qui a vécu une vie misérable. Tous ceux qui l'entouraient lui disaient qu'il allait mourir. Le petit garçon a dû se battre bec et ongle pour obtenir réparation et a été battu à plusieurs reprises, tout cela parce qu'il voulait le luxe élémentaire de bien manger. Chaque fois qu'il faisait un rêve, les autres l'anéantissaient. Et finalement, il a même réussi à tuer quelqu'un, consumé par la peur et la culpabilité, pensant que sa vie allait désormais s'achever. Le garçon courait aussi vite qu'il le pouvait pour atteindre une vie où il n'aurait plus à craindre de mourir. Le nom de Ligirog le hantait. De retour à Zoon, nous constatons qu'il est inconscient après sa chute du portail. Se reprenant, il se lève, se demandant pourquoi il fait si chaud ici. Après avoir rapidement remarqué les cendres environnantes, il maudit son sort. Car voyez-vous, ce petit enfer l'a conduit directement dans un dojo ardent et dangereux. Une pierre arrive par hasard jusqu'à Zoon, qui la ramasse avant de réaliser qu'elle est brûlante. Bro le jette immédiatement au loin en maudissant cette satanée chose. Cela confirme une chose, ce type ne rêve pas. Mais le point positif, c'est que les habitants de Noo Soul ont déjà l'expérience de la préparation à la descente de Dojon. Certes, sa main est brûlée pour le moment, mais il comprend qu'il s'agit de cendres volcaniques. Autrement dit, si Zoon ne parvient pas à quitter cet endroit rapidement, il sera dans une situation très délicate. Arrache un morceau de son pantalon, il se borde rapidement la bouche, signifiant ainsi que si ce dojo a une entrée, alors une sortie doit aussi se trouver au coin. Ses soupçons se portent principalement sur le sommet de l'éruption volcanique, qui est le point le plus élevé de ce dojo. Rester ici signifie une mort certaine. Les cendres volcaniques vont l'asphyxier. Donc, en l'absence de monstres aux alentours, c'est la meilleure chance pour mon personnage de prendre le chemin le plus court. Fort de cette confiance, il s'élance à une vitesse incroyable, se prenant pour le tout-puissant Xo, l'homme qui ne renonce jamais devant aucun obstacle. Il dit tout ça, c'est vrai, mais mon gars a à peine survécu à une rencontre avec la lave en fusion tout à l'heure. Pour ne rien arranger, le terre est dévasté se détache et le précipite dans le vide. Zon ne survit que parce que ses bras ont réussi à s'accrocher, frôlant de peu de se brûler les fesses avec la lave brûlante. Poursuivant son chemin en forçant le passage, Bro déclare que tout petit peu de lave ne l'effrayera plus. Il s'en sort de justesse, haletant après une nouvelle expérience de mort imminente. Au lieu de la peur, c'est la frustration qui l'envahit. Toute sa colère est dirigée contre ceux de Mano, cette garce qu'il a jetée ici comme un boulet. Zon lui assure qu'il tuera ce type à main nue s'il s'en sort vivant. Mais peu après, il se ressaisit après avoir maîtrisé sa colère. À l'heure actuelle, il est convaincu de pouvoir survivre quoi qu'il arrive. C'est un battant qui ne veut pas rester à terre quoi qu'il arrive. De sa position actuelle, il ne lui manque plus que 4 sauts pour atteindre le point culminant, et il échappera alors à une mort certaine. Au lieu de réfléchir à chaque étape, il entend foncer droit devant sans que des pensées parasites ne le ralentissent. Après tout, mon gars n'a aucune intention de laisser sa vie pourrir dans un trou paumé comme celui-ci.
les mots « je ne m'arrêterai pas » deviennent prédestinés. Et juste au moment où l'on entrevoit une lueur d'espoir pour ce gamet, le jeune cousin de Godzilla surgit de la lave pour le dévorer. La créature parvient à l'agloutir dans sa gueule avant de replonger dans la lave bouillonnante. Étonnamment, cet alligator géant continue sa journée comme si de rien n'était, mais soudain, ses yeux se tournent brusquement vers une falaise surplombante. Zo a bel et bien survécu. Il a réussi à atteindre l'autre rive et s'y accroche de toutes ses forces, prêt à tout pour survivre. Le point positif, c'est que cette rencontre difficile lui a appris qu'il pouvait aussi manipuler les cendres volcaniques dans une certaine mesure, ce qui lui a permis de sauver la vie à l'instant. Il descend près du museau du monstre, presque évanoui sous l'effet de la chaleur intense et suffocante. Le dojo est beaucoup trop dur. Et l'environnement ici est déjà pire que les monstres qui y vivent et auxquels mon frère doit faire face. Dans la situation actuelle, mon fils sent son nez brûlé de haile intérieure, ce qui lui cause des difficultés à respirer. Sa conscience vacille et alors qu'il ne lui reste que quelques lueurs de lumière, la pensée de la mort traverse l'esprit de Zoon pour un nombre incalculable de fois. Refusant d'abandonner et puisant son inspiration dans l'esprit de David Gogget, cet homme se relève, se rappelant ses propres paroles d'avant. La motivation de mon homme, c'est qu'il n'a même pas encore eu de petit ami, alors mourir ici ne serait pas juste. Je commence à penser que c'est le cousin de Deji, le héros d'une Chainsaw Man. Et au fait, cette fée pour la deuxième partie était nulle. Quoi qu'il en soit, on contrôle les cendres volcaniques, s'excusant d'avance auprès de son oncle pour ce qu'il s'apprête à faire ensuite. Le monstre géant surgit de la lave pour sa deuxième attaque. Notre garçon riposte du mieux qu'il peut pour survivre. Soudain, une voix s'élève vers lui, louant son talent exceptionnel. Zo est surpris par cette personne, tandis que la même voix exprime un grand intérêt pour sa capacité à manipuler le sable. Ici, un vieil homme descend pour sauver sa vie, tombant du ciel comme une bénédiction venue du ciel. Le vieux gisé saisit son épée juste avant sa descente, stupéfiant Zo. Cet homme fonce vers le bas à une vitesse fulgurante jusqu'à s'écraser violemment contre la chair du monstre. Cette unique attaque provoque des ondes de choc et modifie la trajectoire même de la lave, projetant des débris en spirale dans toutes les directions et menaçant d'anéantir Zo sous l'effet de l'impact. Notre garçon tremble sous la violence du choc, ses tépons ont littéralement éclaté et il a perdu connaissance. Jetant un coup d'œil devant moi pour repérer le vieil homme ainsi que l'état du monstre, Zo découvre que la créature a été coupée en deux. Ce sentiment d'étrangeté lui est totalement étranger. L'homme qui se tient devant lui n'est pas un simple réveilleur puissant. Ce type est clairement dans une autre catégorie, c'est comme s'il était le Gojo de cet univers. L'homme fait un pas de plus, comme si de rien n'était. Chaque marche s'écrase devant lui. Zo est complètement absorbé par sa propre gloire tandis que l'éveilleur demande le nom de l'enfant. Comme le garçon refuse de parler, il décide de lui créer un dilemme, en lui suggérant que s'il ne cote pas jusqu'à 3, de mauvaises choses arriveront. Le côte à rebours commence avec le vieil homme qui se prépare. Et dès que le côte à rebours atteint, il plane déjà au-dessus du garçon comme un fantôme venu des enfers. Finalement, il ne fait rien à Zo, se demandant pourquoi le gamet a l'air si enthousiaste. En réalité, notre garçon entend à peine la voix de cet homme, ses tépans étant écrasés. La liste de ses blessures s'allonge. Mais le vieil homme ne comprend pas cela. Celui qui réveille le garçon dégaine son épée, pensant qu'il devrait simplement l'abattre s'il refuse de parler. Le garçon recouvre elle ou est panique, affirmant qu'il ne sait pas ce qui se passe et éplorant grâce. C'est une bonne nouvelle pour celui qui a réveillé l'enfant, heureux de savoir qu'il n'est pas un cas désespéré. Il insiste et demande le nom du garçon, qui s'exclame « C'est Zo ». Ce type est tellement hilarant, il juge notre garçon parce qu'il a un nom si pathétique, ce qui fait se demander à Zo quel genre de nom ce type peut bien avoir pour se comporter comme Sigma. À ce moment précis, ce vieux gisé surpuissant pulvérise un rocher, affirmant ainsi qu'il est Diodet. Et bien qu'il ait décliné son identité, notre garçon n'a aucune idée de ce que diable ce vieil homme est en train de faire. Celui qui a réveillé le garçon est perplexe et lui demande des explications. Zo s'emporte alors, affirmant qu'on le traite des imbéciles et qu'on le menace sans raison. Et même s'il est reconnaissant d'avoir la vie sauve, il ne comprend toujours pas pourquoi il mérite un traitement aussi dur. Le traitant une fois de plus d'imbécile, Diodet explique que le garçon est tombé dans une sorte de piège. Faisant fi de ce manque de respect, Zo demande des précisions et apprend que piège est en réalité un phénomène qui se produit lorsque le mana du dojo est saturé. Pour éviter son effondrement, le dojo contribue à créer notre point d'entrée, laissant s'échapper du mana par cette brèche. Autrement dit, il attire également les créatures vivantes environnantes de la même manière. Voilà ce qu'est un piège. Diodet souligne que la plupart des gens n'ont jamais l'occasion de vivre une telle expérience, donc la malchance de ce garçon doit être la pire du pire. Ce qui ne fait qu'attiser les flammes et alimenter l'idée que Zo devrait assassiner ceux de Mano. L'éveilleur le traite une fois de plus d'imbécile, aux grandes dames du garçon. En grimaçant, il démontre exactement pourquoi le garçon est un imbécile, l'excitant à concentrer son mana dans ses yeux. Zo ne comprendra pas ce qu'il veut dire avant de le faire réellement, en condensant son mana dans ses yeux. Et l'idée est d'utiliser le mana pour voir, aidant ainsi le garçon à percevoir des choses qu'il n'a jamais vues auparavant. Il est terrifié par ce qu'il attend, tandis que Diodet est heureux que le gamet puisse en fait comprendre à quoi il a affaire. La bête magique qu'il aperçut est une créature dotée de capacités de furtivité, qui élimine ses proies sans difficulté avant même qu'elles ne comprennent ce qui leur arrive.
juste au moment où notre garçon allait se faire avaler. La même créature se trouvait devant lui depuis tout ce temps, et pourtant, Zoon ne pouvait déceler pas la moindre trace de danger. D'ailleurs, plus tôt, lorsqu'il a abattu le rocher, Diodé était en fait en train d'abattre ce deuxième monstre. Car sans l'aide du vieil homme, notre garçon serait mort sans même comprendre ce qui lui était arrivé. Cela porte à 2 fois le nombre de fois où cet homme lui a sauvé la vie, ce qui soulève la question de son pouvoir réel. Pour tâter d'apaiser sa curiosité, le garçon demande désespérément la véritable identité de Diodé, qui le traite à nouveau d'idiot, le réprimandant en lui disant qu'il n'est que le bon vieux Diodé. Zon hurle contre le vieux gisé surpuissant, lui demandant comment il peut être aussi fort. Lorsqu'il demande où il se trouve, Diodé lui répond qu'ils sont dans un cachot. Le vieil homme qualifie nonchalamment cet endroit brûlant de son terrain de chasse et dit au garçon de bien écouter, car il est sur le point de lui montrer ce dont il est capable. L'homme à l'air épuisé dégaine alors son épée et crie « Crayon ». Dès qu'il le fait, des ondes de choc se propagent dans la zone, obligeant Zoon à se boucher les oreilles. Au début, Zoon n'a aucune idée de ce qui se passe, mais lorsqu'il regarde autour de lui, il se rend compte que le dojo est en réalité rempli de monstres enflammés qui pullulent de partout. Diodé semble excité à la vue du combat et dit à notre garçon qu'il est désormais seul et qu'il doit trouver un moyen de survivre. Zon se retrouve confronté à une situation de vie ou de mort et se met à maudire le vieil homme. Il regarde autour de lui en essayant de trouver une solution, mais il devient vite évident qu'il est complètement encerclé et qu'il n'a nulle part où aller. Les monstres se déplacent beaucoup trop vite pour qu'il puisse les suivre correctement ou même les esquiver à temps. Il continue de lui porter de petites attaques tout en déchirant petit à petit ses vêtements. Zon ne trouve même pas le moyen de s'échapper et commence à se demander pourquoi les créatures s'en prennent sans cesse à son côté gauche. Il lève les yeux et tente désespérément de projeter du sable sur les bêtes volantes, mais celles-ci esquivent facilement ses attaques et ripostent par de multiples coups. Notre garçon se sent complètement inutile comparé au vieux gisé. Il tente de protéger son joli visage en levant les bras tandis que les attaques fusent de toutes parts. Zon se rend compte qu'il va bientôt mourir s'il continue à faire l'idiot sans rien faire. Il se sent pitoyable à l'idée de pouvoir mourir même après avoir été sauvé 2 fois par le vieil homme. À ce moment précis, il se souvient de la scène où le vieil homme est réapparu devant lui et l'a interpellé. Zon essaie d'entendre ce que dit Diodène, mais ses oreilles bourdonnent tellement qu'il ne peut pas écouter correctement. Il se souvient comment le vieil homme lui avait conseillé de voir à travers le mana au lieu de se fier à ses yeux. Même s'il se qualifie lui-même de minable perdant, il refuse d'abandonner et se met à la recherche de moyens de détecter les ennemis que sa vision ne peut suivre. Il concentre lentement le mana dans ses yeux et travaille à en accroître progressivement la pureté. Il se concentre intensément et tente de ressentir le flux de mana, comme le vieil homme le lui avait suggéré. Et cette fois, ça fonctionne en fait car il commence à percevoir le pouvoir magique qui réside à l'intérieur des bêtes. Maintenant, il peut les suivre à la trace. Et dès que leur mana est à portée, il frappe au point le plus proche possible, abattant finalement les 2 oiseaux de lave qui le visaient. Pendant ce temps, le vieux gisé est occupé à combattre des monstres bien plus gros et semble apprécier chaque seconde. Il fait remarquer qu'il ne se souvient même plus de la dernière fois où il s'est senti aussi galvanisé lors de combats. Il se rue alors en avant et assène un coup de poing puissant, déchirant net en 2 un monstre massif ressemblant à un crocodile. Au moment même où le vieux gisé achève la créature, il commente que c'est dommage que le monstre n'ait même pas été de taille à lui tenir tête. Il semble déçu car il n'a pas obtenu les sensations fortes qu'il attendait du combat. Il soupire alors et remarque que le nombre de dojos a beaucoup diminué par rapport à l'époque où il était plus jeune. Pendant ce temps, après avoir vu le grand méchant crocodile tomber si facilement, Zon ne peut s'empêcher d'éprouver un peu de pitié pour lui. Il a du mal à croire avec quelle désévolture le vieil homme l'a tué, comme s'il ne s'agissait que d'un petit lézard. Dans le même temps, il atteint lui-même ses limites et laisse même échapper un rire la face à sa propre situation. Soudain, une puissante onde de choc le frappe, le forçant à tomber à genoux tandis qu'il vomit sous elle et pacte. Il parvient à peine à se relever et demande à Diodine ce qui vient de se passer. Diodé explique calmement que l'onde de choc qu'il vient de ressentir était en réalité le rugissement du boss du dojo. Il poursuit en expliquant que chaque dojo abrite un boss final à la fin, et que celui de ce dojo est la véritable raison de son déplacement jusqu'ici. Soudain, un énorme canard descend du ciel, et le vieux routier l'identifie comme un canard cramoisi. En entendant le terme Indric, Zo demande aussitôt si cela signifie qu'il s'agit de dragon, mais Diodé le nie immédiatement. Le vieil homme fait même remarquer qu'il est regrettable de devoir affronter une créature de rambé au lieu de véritable dragon. Malgré tout, ce Indric est clairement dangereux car il est entouré de puissants champs de force. Zon se souvient avoir entendu dire que les monstres de rambé et supérieurs possèdent des caractéristiques uniques similaires à celles des humains. Selon le système de classement des éveilleurs, un champ de force rouge indique type de combat rapproché. Mais lorsqu'il remarque que l'aura autour de ce Indric est bleu, il s'écrie que cela signifie que la créature est de type magique. Avant qu'il puisse réagir davantage, le Indric lance une attaque de flamme noire droit sur eux. Zon est paralysé par le choc, est capable même de fermer la bouche, et pris de peur, il perd complètement le contrôle. Au même moment, le vieux gisé bondit droit vers la source de l'attaque et abat son épée massive directement sur la tête du Indric. Le Indric se remet rapidement et riposte en frappant le vieux loup de ses griffes.
Diodé tente de contrer et elle attaque avec crayon, mais contre toute attente. Le gisé se retrouve pris dans les traits du Hendrickf. La créature profite immédiatement de cette ouverture et se prépare à cracher du feu à bout portant. Cependant, Dioden réagit à temps et ferme violemment la gueule du Hendrickf, emprisonnant les flammes à l'intérieur. Il demande au monstre s'il peut ressentir la douleur, puis lui dit de ne pas s'inquiéter car il est sur le point d'y mettre fait pour de bon. En resserrant sa prise sur son épée, Diodet se lance à l'attaque et engage de nouveau le Hendrickf, déclarant que ce sera le dernier jour de sa vie. Pendant ce temps, Zo est en fuite. Il se retrouve pris au piège au milieu de cette bataille acharnée, où il ne peut même pas rester immobile pour se défendre correctement. Il utilise rapidement son pouvoir et forme un mur de sable derrière lui pour tenter de bloquer les ondes de choc qui arrivent. Il leur crie à tous les deux d'aller se battre ailleurs, tout en se demandant comment de simples ondes de choc peuvent lui causer autant de dégâts. De l'autre côté, le vieux routier s'amuse visiblement. Il s'écrie que c'est comme être dans un parc d'attractions. À ce moment précis, une autre onde de choc déferle sur Zo, et cette fois-ci elle arrive trop soudainement pour qu'il puisse réagir. Il comprend qu'il est perdu et est projeté au loin par le choc. Il atterrit brutalement et se retrouve projeté vers le magma, laissant le pauvre garçon figé par la glace alors qu'il réalise qu'il est sur le point de mourir comme un minable qui n'a même pas été capable de se trouver une fille. L'histoire se concentre ensuite sur le vieux Schnock, qui de toute évidence se fiche complètement du sort de notre garçon. Au lieu de cela, il continue d'intimider le Hendrickf et qualifie de hôte pour tous les boss de monstres de se battre de façon aussi pathétique. Exaspéré par les insultes incessantes, Hendrickf prépare une nouvelle attaque de souffle. Voyant cela, Diodet sourit car il ne s'attendait pas à ce que le faible ait un atout aussi amusant dans sa manche. Le souffle magique concentré déchire l'air, anéantissant presque tout sur son passage et s'amplifiant au fur et à mesure qu'il se déplace. Au bout de moments, le Hendrickf cramoisi s'arrête en fait, convaincu que le fou a dû être réduit en poussière depuis longtemps. Mais dès qu'elle entend sa voix lui demander si elle cherche quelque, la pauvre créature comprend qu'elle est complètement fichue. Elle pousse un rugissement de douleur et se retourne juste pour le voir accroupi nonchalamment sur son corps. Son épée est enfouie à 1 mètre de profondeur, et il révèle calmement qu'il en cherchait une de ce genre depuis longtemps. Après tout, il lui faut un cœur de Hendrickf cramoisi pour que son crayon puisse grandir. C'est regrettable, mais la bête n'a d'autre choix que de mourir à cette fait. Sur ce, il enfonce l'épée encore plus profondément, laissant la magie s'effiltrer dans son corps. La créature massive se débat violemment de douleur tandis que la lame la transperce de part en part. Après avoir absorbé le cœur du Hendrickf, Crayon se met à briller d'une puissante aura cramoisie. Il contemple son épée avec satisfaction, ravi qu'elle ait une fois de plus dépassé ses limites. C'est alors que son étrange petit moment de complicité avec l'épée est interrompu par notre garçon, qui lui demande pourquoi diable il parle à son arme comme un fou. Ce type est peut-être fou, mais il est aussi incroyablement fort, vu qu'il vient de vaincre un Hendrickf cramoisi en solo. Pendant ce temps, Diodine est surpris que le petit morveux soit encore en vie. Notre garçon lui a fait comprendre qu'il était foutu et il est revenu d'entre les morts. Lorsque le sol s'est dérobé sous ses pieds et qu'il a été projeté au sol, il n'est pas resté là à attendre la mort. Au lieu de cela, il a utilisé sa manipulation du sable pour créer un cousset qui amortit sa chute et l'a empêché de se transformer en une ketchup fumée. Même lui n'en revient pas de voir à quel point il est devenu doué pour tromper la mort à chaque fois que les choses tournent mal. Il ajoute que le fait d'être constamment secoué par les ondes de choc de certains fous a considérablement aiguisé ses réflexes. Dioden est légèrement impressionné par cela. Mais pour l'instant, il y a quelque chose de bien plus important à régler. Le vieil homme le saisit soudé par la chemise comme s'il s'agissait d'un enfant bas âge naïf, lui annonçant que le dojo s'effondre maintenant que le boss est mort. Ils doivent partir immédiatement, mais notre garçon ne comprend pas le rapport avec le fait qu'on le porte comme des courses. Le vieux Schnock éclate de rire comme s'il venait d'entendre la meilleure blague de sa vie, non pas parce que c'était vraiment drôle, mais à cause de ce qui suit. Sans prévenir, il jette notre garçon dans une minuscule fissure noire qui s'ouvre devant et écrit nonchalamment « À plus tard ». En plein vol, notre garçon déverse tous les jurons qu'il connaît et le traite de pire que ceux de Npankfemano. Une seconde plus tard, il est recraché de l'autre côté lorsque le trou noir s'ouvre et le projette à plusieurs reprises sur le sable, telle une poupée de chiffon. Crachant du sable de la bouche et complètement désorienté, il se demande où diable il a bien pu atterrir. Diodet explique calmement qu'il saute à la surface. Lorsque boss de dojo est vécu, des fissures s'ouvrent vers l'extérieur pour servir de sortie. En entendant cela, il se met immédiatement à se plaindre qu'il aurait pu simplement partir au lieu d'être jeté comme des ordures. Le vieil homme finit par perdre patience et met les choses au clair. Il admet que les pouvoirs de sable du gamet sont en réalité plutôt utiles. Mais dans son état actuel, il est plus inutile que couteau émoussé. C'est pourquoi il lui laisse deux choix. Il peut aller au sud à Enyuf-Soulensitif et continuer à vivre comme le même minable qu'il a toujours été, ou il peut choisir la voie amusante. Sous sa tutelle, il passera d'un imbécile ignorant à un imbécile plus fort et plus rapide. Déconcerté, Zo demande ce qu'il entend exactement par le suivre et plus important encore, combien de temps cela prendrait. Le vieux guerrier lui avoue sans détour qu'il n'en a aucune idée. Cela pourrait prendre des mois, des années, voire des décennies. Même lui ne peut pas prédire l'avenir. Face à un choix qui pourrait bouleverser sa vie, Zo reste là et certain de la marche à suivre. Le vieil homme résume la situation de la manière la plus brutale qui soit.
Il peut retourner à sa vie ennuyeuse habituelle, ou il peut choisir une voie où il vit à toute vitesse avec 99% de chances de mourir. Le garçon se met à rire comme un fou, et se demande si le vieil homme a complètement perdu la raison. Zon simule ensuite la possession des palais luxueux et des lits confortables où retourner, et demande au vieil homme s'il s'attend sérieusement à ce qu'il abandonne tout cela pour suivre un vieux gisé malodorant à travers des déserts brûlants sans aucune certitude, surtout quand on sait que le vieil homme pourrait mourir à tout moment à cause de son âge. Le vieux routier répond par l'affirmative, indiquant clairement que c'est exactement ce qu'il attend de Zoon. Notre garçon fait semblant et pousse un profond soupir, montrant combien la décision est douloureuse, mais il accepte tout de même de le suivre. Il évoque alors une histoire Koveka, expliquant que chaque fois que quelqu'un l'irrite, il doit régler les choses sur le champ, mais admet qu'il est actuellement trop faible pour se venger. Il poursuit en disant que le vieil homme figure également sur cette liste de vengeance, puis il fait l'éloge de sa force, qu'il compare à celle de quiconque il ait jamais rencontré auparavant. Zon ajoute qu'il doute de jamais rencontrer à nouveau quelqu'un de plus fort que lui. Alors qu'il continue à parler de sa confiance et de son optimisme, le vieux le coupe et se moque de lui demandant si cela signifie qu'il est confiant de mourir jeune. Zon le nie et serre le poing, déclarant qu'il deviendra plus fort que tous les autres. Le vieux gisé lui répond qu'avec une telle attitude, il ne fait que se précipiter vers une mort prématurée, puis lui dit de continuer à le suivre. Il continue de le traiter d'imbécile tout en affirmant qu'il doit encore un long chemin à parcourir. Au fil du temps, l'histoire progresse et Zon, trempé de sueur, peine à suivre le rythme du vieil homme. Il l'interpelle, lui demandant de ralentir et de faire une pause car il marche déjà depuis 6 heures. Il continue de crier, mais le vieil homme l'ignore complètement et continue de marcher en silence. Zon s'en prend à lui-même, affirmant qu'il n'est pas un adolescent lunatique et se demandant pourquoi il subit toutes ces sautes d'humeur soudaines. La chaleur qui l'entoure est insupportable, et il commence à se demander à quel point la température doit être élevée. De plus, le sable meuble rend chaque pas difficile, et il commence à craindre de s'effondrer à cause de coups de chaleur à ce rythme. Au moment même où il est sur le point d'abandonner, le vieux routier tourne en fait son attention vers lui, comme s'il avait attendu ce moment précis. Il le traite d'imbécile et capable même d'utiliser une petite partie de son propre pouvoir. Voyant que Zo est perplexe, le gisé lui rappelle qu'il maîtrise la manipulation du sable. Pourtant, il a du mal à marcher correctement sur le sable, ce qui devrait être la chose la plus facile pour lui. Lorsque Zo tente de se défendre en disant qu'il ne s'est réveillé que depuis quelques jours et qu'il est toujours de classe F, Diodé s'agace immédiatement. Il dit au garçon d'arrêter de dire des bêtises, faisant clairement comprendre qu'il se fiche de sa classe. Il l'interroge alors, lui demandant s'il croit vraiment que les gens naissent avec un statut de classe S, alors que lui seul est désavantagé. Le vieil homme saisit le garçon par le col et lui demande s'il compte abandonner simplement parce qu'il pense ne pas avoir été béni. Il continue de crier jusqu'à ce qu'il perde patience et remette le garçon à terre dans le sable, en lui disant de se débrouiller seul pour utiliser son pouvoir. Diodé lui conseille d'utiliser son cerveau et de comprendre son propre pouvoir, car il est le mieux placé pour le connaître s'il veut dépasser ses limites et devenir plus fort. Au moment même où on commence à penser que le vieil homme pourrait bien être quelque peu raisonnable, Diodé se remet soudain à crier et le menace de mort s'il ne parvient pas à trouver la solution. Zo recommence à zéro et se concentre sur son pouvoir. Ce qu'il sait, c'est que la distance de sable qu'il peut contrôler n'est que d'environ 5 m. Il analyse alors la situation et se rend compte que le sable ne lui arrive qu'aux chevilles, et que s'il parvient d'une manière ou d'une autre à le rendre aussi solide que sol, il pourrait économiser de l'énergie en se déplaçant. Notre garçon essaie de condenser le sable et de le solidifier, et il finit par y parvenir. Marcher dans le désert brûlant lui paraît soudain comme une brise légère. Cependant, il se rend vite compte de la quantité de mana qui lui est drainée et il comprend qu'il ne pourra peut-être pas continuer si longtemps. Zo passe alors au plan B et tente de concentrer son mana dans ses jambes. Cela fonctionne aussi étonnamment bien. Le voyant plein d'énergie et s'efforçant encore et encore, le vieux routier sourit secrètement, se remémorant ses propres années, où il était lui aussi un jeune homme plein d'énergie. Même si Zo ne cesse de répéter qu'il n'est qu'un adversaire de classe F, Diodé reste convaincu que sa maîtrise du mana et son potentiel devrait au moins correspondre au niveau 1 ou D. Le vieil homme perçoit un potentiel évident chez le garçon. C'est alors que Zo découvre quelque chose de nouveau et commence à en faire tout plat. Il court vers le vieil homme en criant qu'il ne fait que contrôler le sable qui lui touche les pieds et que marcher est devenu beaucoup plus facile maintenant. Alors qu'il commence à prendre la grosse tête et va même jusqu'à faire doigt d'honneur au vieil homme en le défiant d'en faire autant, ce dernier lui assène un coup de poing sur la tête. Il dit au garçon d'arrêter de perdre son temps avec des shows inutiles s'il ne veut pas mourir. Zon s'effondre immédiatement et perd connaissance. Lorsqu'il se réveille, il découvre son visage sale plaqué contre le sol sablonneux dans l'obscurité. Tout en grignotant du bœuf séché, le gisé déclare être content que l'enfant se soit enfin réveillé. Le porter jusqu'ici a été une vraie galère. Notre garçon essaie de se redresser et se plaint que tout son corps est couvert de blessures. Le vieux schnock lui jette une poignée de viande séchée. Puis il demande à l'enfant d'écouter attentivement une histoire de sa jeunesse. D'après lui, c'était le beau vieux temps, quand la faiblesse ne vous coûtait pas la vie. En réalité, protéger les faibles était considéré comme le noble devoir de ceux qui détenaient le pouvoir. Mais ce mode a disparu depuis longtemps, et il le regrette visiblement.
L'heure du code se termine rapidement, et le gisé gourou lui dit de se lever s'il n'aime pas mourir. Notre protagoniste écoute son professeur en silence au lieu de lui répondre. À sa grande surprise, le vieil homme lui jette un autre morceau de viande séchée. Cette histoire ancienne lui fait prendre conscience que le gisé recèle en réalité beaucoup de sagesse. Diodé a l'air d'une relique desséchée, mais il possède des décennies, voire des siècles d'expérience. En le regardant manger, il remarque quelque chose d'intéressant. Même avec ses vieilles dents usées, le vieil homme n'a aucun mal à manger de la viande séchée. Rien qu'en observant, il comprend le truc. Au lieu de le mâcher directement, vous le ramollissez d'abord avec votre salive avant de le mordre. C'est la bonne façon de manger du inje qui fut dans un désert aride comme celui-ci. On a l'impression que le vieil homme ne se contente pas de le nourrir, mais qu'il lui apprend petit à petit à se débrouiller seul. C'est comme apprendre à pêcher à un homme au lieu de lui donner à manger. Après cela, les deux repartent à la faveur de la nuit. En chemin, il n'arrête pas de harceler son professeur pour avoir un autre morceau de viande séchée. Mais le vieux schnock lui dit de la fermer. Quelque temps plus tard, le froid commence à le frapper de plein fouet. Il se met à éternuer sans cesse, tout son corps tremblant comme une machine vibrant dans la nuit glaciale du désert. Pendant ce temps, le vieil homme s'étire comme s'il se détendait sur une plage hawaïenne, totalement imperturbable. En même temps, il n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ce fou parle sans cesse à son épée. Puis la soif le prend et il demande de l'eau. Mais Diodène l'ignore complètement et boit jusqu'à la dernière goutte pour lui-même. Le fait de voir ça l'énerve vraiment, surtout que le gourou avide ne prend même pas la peine de partager. Même alors, il se rend compte qu'il n'a pas assez de vêtements sur lui. Contrairement au vieil homme, il ne peut pas essorer la rosée de tissu lâche pour la boire. Il s'accroupit néanmoins et commence à lécher les minuscules gouttes de rosée qui perlent sur son corps. Comme un chiot errant désespéré. Il fera tout pour atteindre le niveau de son maître. Voyant cela, le vieil homme le traite de crétin, mais il affirme qu'il n'est pas crétin. C'est un imbécile arrogant. Ignorant de ses inepties, le vieil homme lui dit de se taire et de se concentrer sur la perception de son environnement. Comme toujours, il n'y comprend rien, il se tait et essaie d'écouter. Au bout d'un moment, il commence à percevoir de faibles vibrations tout autour de lui. Lentement, il réalise qu'ils viennent de plusieurs directions. Avant même d'avoir pu cligner des yeux, il voit des centaines d'yeux brillants les entourer. Ce sont des bêtes féroces prêtes à déchiqueter tout ce qui leur tombe sous la dent. Les hyènes à cornes sont généralement actives la nuit, mais malheureusement, elles ont été surprises à l'aube. Alors que la bête montre les crocs et s'apprête à le mettre en pièces, le vieil homme demande s'il peut s'en sortir ou s'il a besoin de l'aide de son père. Il semblerait que la folie l'ait aussi contaminée, car il rit et répond qu'il n'a besoin d'aucune aide de la part de vieil homme poussiéreux. Manipulant le sable qui l'entoure, il se prépare à un combat à mort contre les animaux errants. Il commence par façonner une balle de sable et la tire droit à travers une des hyènes. Il érige ensuite d'énormes pics de sable durcis, créant une zone mortelle qui tue tout ce qui entre dans son rayon d'action. Mais à mesure que le combat s'éternise, l'épuisement commence à le rattraper. Il hurle de frustration, ayant l'impression d'être coincé dans un mode zombie sans fait de une Call of Duty. Une douleur brûlante lui transperce la poitrine et il manque de s'effondrer, réalisant qu'il pourrait mourir d'épuisement de mana avant même que les bêtes ne l'achèvent. Cela met une chose au clair, la force brute ne suffit pas. Il lui faut une façon plus intelligente de se battre, faisant apparaître une autre balle de sable dans sa main. Il se mit à réfléchir profondément à la manière d'utiliser son énergie plus efficacement. Mais ses pensées sont interrompues lorsqu'une hyène se jette sur lui et enfonce ses crocs profondément dans son bras. D'une manière ou d'une autre, il parvient à s'en remettre, mais les dégâts sont considérables. Son bras est déchiré et troué comme celui de Bob l'éponge. Même alors, cette blessure déclenche une illumination. Ces trous lui apprennent la manière la plus efficace d'utiliser sa manipulation du sable. Il reste immobile, planifiant tranquillement son prochain mouvement, tandis que la meute charge sur lui, affamée et prête à le déchiqueter. Juste avant qu'il ne l'atteigne, il déchaîne sa toute nouvelle technique. Des centaines de poètes de sable incroyablement fines mais acérées jaillissent simultanément du sol. Il transperce chaque bête et transforme toute la meute en brochettes de hyènes. Le méchant éclate de rire, tout comme son maître. Voir ses ennemis s'effondrer sous un seul coup précis est bien plus satisfaisant que de leur faire exploser la tête. Gaspiller du mana en combat est le moyen le plus rapide de mourir en speedrun. Par ailleurs, ces pièges à pointe de précision qui percent net les cibles atteignent une efficacité maximale. Comparé à lui, le vieux gisé combat beaucoup plus lentement, affrontant ses ennemis au par de front. Les hyènes s'agrippent à ses bras et le mordent. Pourtant, le fou rit comme si elle le chatouillait. Après s'être amusé, une lueur violette brille dans ses yeux lorsqu'il devient en fait sérieux. Dès que Zo aperçoit cette expression de folie, il comprend immédiatement ce qui va se passer. Il se prépare mentalement, redoutant déjà d'avoir à affronter à nouveau cette folie. Avec un sourire mauvais, le vieil homme ordonne à Crayon d'anéantir ses ennemis. En un instant, une puissance explosive jaillit et envoie des ondes de choc qui emportent sable et bêtes sans distinction. Notre garçon parvient à peine à se protéger avec un mur de sable tandis que les hyènes sont projetées au loin comme des boulets de canon. Quand tout finit par se calmer, il reste là, incrédule. L'épicentre de l'explosion et la traînée de destruction qui s'étend devant lui le laisse complètement sans voix. Cela l'amène à se demander si Diodé est même humain, car aucune personne normale ne pourrait réaliser un tel exploit sans faire appel à une forme quelconque de compétence. En même temps,
il réalise que se montrer arrogant face à un monstre pareil est un moyen rapide de mourir. Pendant ce temps, Diodet se met à tousser violemment, suffoquant avec la poussière qu'il a lui-même soulevée. Profitant de ce moment, le mâle alpha des hyènes à cornes se jette sur lui et le transperce de sa corne chargée de foudre. Pris au dépourvu, le vieil homme baisse les yeux, légèrement perplexe, se demandant pourquoi la bête est entourée d'une sorte de champ magique. Il l'a clairement sous-estimé puisque celui-ci est au mois de Rambé. Le voyant dans une situation où sa vie est en danger, Zo panique et lui crie de faire attention. Il s'avère que cette inquiétude était totalement inutile. Diodet saisit nonchalamment la corne de la hyène comme si elle lui appartenait, réagissant à peine aux éclairs crépitants qui la traversent. Notre protagoniste se retrouve face à un écran d'erreur 404, est capable de comprendre quel type de physique quantique il est en train d'observer. Même la femelle alpha est mal à l'aise et prend ses distances lorsqu'elle voit le vieux Séglé apprécier ses éclairs comme si cela soulageait ses muscles endoloris. Après son massage, il fait savoir au pauvre malheureux que c'est la fête. Il saute sur l'alpha et enfonce son épée profondément dans son corps, projetant du sang sur tout le champ de bataille. En voyant cela, Zo réalise qu'il a été idiot de s'être inquiété pour cet homme. Après le combat, les deux hommes commencent à récolter des matériaux utiles sur les hyènes à cornes. Revêtu de la peau de l'alpha, notre garçon demande à Diodène quand ils vont en faire partir. Il est surpris de voir le vieil homme prendre même les cornes, expliquant qu'il s'agit de matériaux précieux pour fabriquer des armes basées sur la foudre. Soudain, le vieil homme lui lance un poignard, lui donnant une arme pour chasser. Il précise clairement que désormais, l'enfant devra se débrouiller seul pour trouver sa nourriture. Plus de viande gratuite, car la viande de hyène à cornes est majoritairement toxique. Une seule mauvaise morsure et il serait tué. Seul le muscle du flanc est comestible. Tandis que Diodet découpe nonchalamment de la viande. Il remarque le gamet qui le fixe et lui ordonne sèchement d'arrêter de le dévisager. S'il veut survivre, il ferait mieux de se dépêcher et de se procurer de la nourriture avant le lever du soleil. Sur ce, notre garçon se met à chasser seul jusqu'au lever du soleil. Il a déjà l'air plus expérimenté qu'avant, même s'il manque toujours d'une source d'eau convenable, il a beaucoup de viande stockée dans sa sacoche. De plus, son habileté à marcher sur le sable lui permet de se déplacer très facilement pendant la journée. Prenant un peu d'assurance, il nargue le vieil homme, lui demandant s'il a du mal à marcher et se montrant jaloux de sa petite agilité. Cette fois, il esquive effectivement le coup de poing de l'homme et tire la logue comme un gamet insupportable. Mais le deuxième coup porté avec un crayon lui remet les idées en place, tout en crachant du sable. Diodet lui dit sans détour qu'il a un mal de Indos atroce et qu'une simple astuce pour marcher ne le rend pas spécial. Zo boude, affirmant qu'il plaisantait. Il avait déjà soif et maintenant sa bouche est remplie de sable sec. Il remarque alors que quelque chose cloche. Sa bouche n'est plus aussi sèche qu'avant, l'air est un peu humide. Pendant une seconde, il se demande s'il hallucine, mais l'expression sur le visage de Diodet confirme que c'est bien réel. De l'autre côté de la dune de sable qui se dresse devant se trouve ce dont rêve tout voyageur du désert, une oasis. En gravissant la dune, Zo se met à crier de joie en découvrant en fait un lac en vrai. Il ignore toutes les précautions et glisse sur le sable, désespéré de trouver cette eau rafraîchissante, hydratante. Le vieux gisé claque la langue de déception mais ne l'arrête pas. Notre héros court droit vers le bord et plonge la tête dans l'eau, laissant sa peau sèche absorber l'hydratation si nécessaire. Il ferme les yeux et laisse ses pensées s'évader. Depuis son arrivée ici, il est resté coincé dans la chaleur torride du désert, et c'est la première fois qu'il permet à son corps de se rafraîchir. Il sort soudainement de ses pensées en apercevant une lumière vive au fond du lac. Zo commence à se sentir somnolent à force de le fixer, son souffle s'épuisant peu à peu. Tout à coup, Diodet crie son nom et dévale la pente à toute vitesse. Cependant, notre héros reste figé, ignorant que monstre marais gigantesque s'approche lentement de lui. Au dernier moment, le vieil homme parvient à le sortir de la juste avant qu'il ne soit transformé en nourriture pour poisson. Diodet jette Zo au sol, saute en l'air et affronte le monstre marais de front. De seul coup précis de son épée, il terrasse instantanément l'énorme créature. Pendant ce temps, notre garçon observe tout ce qui se passe, mais il est distrait par l'arc-en-ciel qui se forme au-dessus de l'oasis. Le vieux gisé sort le poisson géant de l'eau et explique qu'il s'agit d'une baudroie des sables. Ce poisson utilise la lumière située sur sa tête pour hypnotiser ses proies avant de les dévorer. Son expression se fait soudain sérieuse, et il réprimande sévèrement notre garçon pour sa désobéissance absolue. Le vieil homme se met alors à le gronder pour avoir oublié tout ce qu'on lui avait appris, et pour être devenu trop insouciant. Diodène poursuit en disant que les imprudents comme lui sont toujours les premiers à mourir dans l'environnement rude et impitoyable du désert. Zon ne peut que répondre par l'affirmative, et le vieil homme laisse échapper un soupir. Voyant que son élève l'écoute pour une fois, il abandonne le sujet et lui dit plutôt de commencer à dépecer le monstre. Le pêcheur des sables est une bête magique de rancée, et la peau de son ventre est le matériau idéal pour confectionner une robe. Notre garçon est perplexe et demande si le vieux gisé a vraiment besoin d'une robe, ce qui manque de le faire perdre la tête. Ayant atteint sa limite de stupidité pour la journée, il se met à railler le garçon et le traite de plus bête qu'une étoile de mer sans cervelle. Notre héros se met à nouveau à saigner des oreilles, ce qui est comique, et s'excuse rapidement avec un sourire nerveux. Le vieil homme poursuit en disant que même si le poisson a beaucoup muté, il ressemble toujours à l'espèce qui vivait autrefois sur Terre.
Il dit à Zo de bien l'observer car c'est la première fois qu'il voit un vrai poisson. Notre garçon en arrive à la conclusion que les poissons sont vraiment horribles et se met ensuite à les écorcher. Voyant à quel point il s'y prend mal, Diodet lui dit d'arrêter de traiter le poisson comme s'il massait sa grand-mère. Notre héros lui dit de se mêler de ses affaires, puis se reconcentre sur sa tâche. Il se rend compte que la peau est trop dure pour être coupée avec un couteau normal. Zo canalise alors le mana dans sa lame, elle affûtant pour qu'elle puisse trancher la peau facilement. Il utilise le couteau pour gratter les écailles et les transforme en petites aiguilles. Pour le fil, il décide d'utiliser les tendons qui relient la chair aux os. Malgré toutes ces idées dignes d'un Oscar, le résultat final se transforme en une robe absolument affreuse. Affalé contre le poisson mort, le vieil homme le raille pour avoir gâché une si bonne prise pour quelque chose d'aussi inutile. Mais notre garçon ne s'arrête pas là et décide de réessayer puisqu'il lui reste beaucoup de matériel. Quelques heures plus tard, il y parvient en fait et brandit une robe terminée qui a une apparence plutôt correcte. Zon s'emballe peu et dit qu'il pourrait probablement les vendre avec profit et même ouvrir son propre atelier de tailleur. Le vieil homme l'appelle par son nom, ce qui le fait réagir promptement en criant qu'il ne lui remettra pas la robe. Cependant, Diodet lui ordonne d'arrêter de faire l'idiot tout en brandissant un gros organe en forme de sac qui dégouline encore de sang. Il dit à notre garçon de commencer à manger cette vésicule biliaire car c'est un remède très rare et puissant. Zo tente de discuter, mais le vieil homme confirme sa crainte d'être tué s'il refuse. Il laisse alors tomber le lourd orgue dans les mains de notre garçon tout en se plaignant d'avoir les bras fatigués. Face à cette masse répugnante qui s'étend devant lui, notre héros hésite un instant, puis se met à manger comme un affamé. Même si son goût est plus amé que celui du jus d'orange après le dentifrice, il continue de l'agloutir, ne voulant pas se faire tabasser à mort. Étrangement, après quelques bouchées, il a l'impression que sa faim n'est toujours pas apaisée et continue de manger de plus en plus. Au moment même où il termine, le vieil homme l'avertit qu'il est temps pour lui de brûler. Cela prend Zo au dépourvu car il se demande de quoi parle le vieux gisé. Juste après, il sent sa gorge se serrer et il commence à s'étouffer. À l'intérieur, on a l'impression que réacteur électrique se met en marche. Son corps tout entier devient incontrôlable tandis que la chaleur intense se propage partout. Il se met à hurler de douleur insupportable tandis que le vieil homme lui dit d'arrêter de se comporter comme un enfant. Il se lance alors dans un monologue, affirmant que tout dans la vie est comme une oasis, que tout disparaîtra comme si cela n'avait jamais existé. Il explique que les pêcheurs à la ligne sur sable renaissent, maintenant ainsi est l'équilibre du cycle. Avant qu'il ne puisse continuer, notre garçon l'interrompt et lui dit d'arrêter ses histoires larmoyantes et de l'aider. Même en voyant l'enfant se tordre de douleur sur le sol comme un ver de terre après avoir touché du sel, il ne fait rien et s'endort tout simplement. Le lendemain, Zo ouvre en fait les yeux et voit le vieil homme le regarder avec un sourire maléfique. Cela lui fait presque faire une peur bleue et il crie après le vieil homme qui a failli lui provoquer une crise cardiaque. Ils échangent encore quelques mots aimables avant que le vieil homme ne lui demande comment il se sent maintenant. Notre garçon se rend alors compte que quelque chose a changé dans son corps. Il se sent beaucoup plus léger, ses muscles sont plus forts et le mana en lui est sur le point de déborder. Testant ses nouveaux pouvoirs améliorés, il demande ce qui s'est passé car il a l'impression d'avoir pris un sérum de super soldat. Le vieil homme explique que c'est à cause de la vésicule biliaire du poisson. Il affirme que cet organe agit comme un atout précieux pour survivre dans le désert, rendant une personne beaucoup plus forte. C'est quelque chose de très précieux. Ce qui met notre garçon mal à l'aise qu'on est autorisé à l'utiliser. Indiaudien minimise l'incident, affirmant qu'il ne l'a fait que parce que l'enfant était trop faible et qu'il ne voulait pas ralentir à cause de lui. Zo rétorque qu'il est parfois utile, mais le vieil homme lui ordonne de se taire et de commencer à manger, car ils ne partiront pas tant que le poisson n'aura pas été entièrement consommé. 4 jours plus tard, ils ont finalement réussi à réduire la baudroie des sables à l'état de squelette intact. Le vieil homme déclare alors qu'il est temps de repartir. Zon sourit et enfile sa nouvelle cape tandis qu'ils poursuivent leur voyage. Quelques jours plus tard, de forts vents chargés de poussière soufflent vers eux, marquant le début d'une tempête de sable. Grâce à sa nouvelle force, notre garçon n'est guère affecté et est surpris de constater que le vieil homme a encore assez d'endurance pour continuer sans ralentir. Diodet n'a pas parlé depuis des jours, ce qui amène Zo à se demander si le vieil homme ne traverse pas une sorte de ménopause masculine. Cela fait maintenant 2 semaines qu'il marche, ce qui l'amène à se demander si le vieil homme sait même où il va. À ce moment précis, un monstre fourmi géant apparaît derrière Zo, mais celui-ci riposte rapidement par une attaque de rayons de sable. Il se demande combien de kilomètres ils doivent encore parcourir, mais il remarque alors que le monstre fourmi est toujours vivant. Cela attire son attention, et il admet que la créature est plus coriace que prévu. Il espérait passer sans encombre, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Utilisant ses pouvoirs liés au sable, il sent d'autres fourmis approcher et décide de les affronter directement. Enfonçant sa main dans le sable, il force les fourmis à remonter à la surface tandis qu'elles commencent à l'encercler. Légèrement ennuyé à mourir à force d'exterminer des hordes de fourmis, Zo continua de les bombarder de sable. Sa technique s'était nettement améliorée en peu de temps. À bien y réfléchir, les jours de tempête de sable étaient en fait plutôt bénéfiques pour sa puissance. Il y avait des munitions en quantité pratiquement infinie partout où il regardait. Le rythme du gisé était cependant impitoyable. Il n'a jamais ralenti,
laissant à cet imbécile le soin de se débarrasser de ce fléau qui le suivait. Zon se plaignait de l'absence totale de loyauté. Rien d'étonnant à ce que le gisé soit resté seul dans sa vieillesse. Alors qu'il se demandait si Diodène pouvait entendre ses insultes, Zon a détecté quelque chose de troublant dans son rayon de détection de 10 mètres. Il était toujours sur le qui-vive, ne baissant jamais sa garde. Cela lui permettait de réagir instantanément à chaque apparition d'une bête magique. Mais cette fois, c'était différent. Ce qu'il ressentit à cet instant lui fit parcourir un frisson dans le Ndosf. Ce qu'il a détecté n'était pas seulement une bête, c'était la terreur incarnée. Ce qui suivit fut une véritable déferlante d'innombrables fourmis jaillissant du sol. L'armée de nuisibles est apparue de nulle part. Il se tourna vers le vieil homme pour lui demander de l'aide, reconnaissant qu'il était dépassé par les événements. Mais Diodè se contenta de le regarder et s'assit, son vieux derrière, pour observer. S'il avait eu du pop-corn, il aurait grignoté. Zon savait qu'aucun secours n'arriverait. De plus, il ne peut pas indéfiniment se lamenter auprès du gisé lorsque les choses se compliquent. Il était possible que ce vieux schnock n'ait pas pressenti ce qui allait se passer. C'était une quête, une sorte d'épreuve. Qu'il y en ait 1000 ou 10 000, les insectes restent des insectes. Il forma donc une sphère de sable tourbillonnant et piégea toute l'armée. Il avait du mal à garder le contrôle. Une difficulté rendue encore plus grande lorsqu'une autre fournée est apparue pour interrompre son élan. La confiance de Zon s'effondra lorsqu'il fut traîné comme un sac d'ordures. Il a alors défié les fourmis en duel, comme un homme, au lieu de les attaquer en groupe. Sa provocation fut inutile. Il continuait de l'encercler comme s'il était la friandise la plus délicieuse du désert. Heureusement, il trouva une ouverture pour durcir un peu de sable sous ses pieds, qu'il utilisa comme plateforme pour s'envoler. Même en augmentant leur hauteur, les fourmis ont trouvé un moyen de l'atteindre en formant une véritable fourmilière. Il s'est envolé en catastrophe vers un terrain plus élevé pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation. Zo pensait être en sécurité là-haut, mais il se trompait lourdement. Qui aurait cru que des fourmis géantes pouvaient former une fourmilière encore plus gigantesque en s'attachant les unes aux autres? Il a failli se tirer une balle lorsque son avion de sable s'est arrêté net. Les cris stridents que poussaient les insectes étaient terrifiants, tandis qu'ils s'accrochaient aux pieds de Zo comme si leur vie en dépendait. Il fut tiré épuisant par la cheville et projeté sans pitié sur le sable. Il fallut une minute à Zo pour se relever, haletant et reprenant son souffle tout en vomissant du sang. Lorsqu'il leva les yeux, le vieil homme le regardait toujours d'un air désintéressé. Cette indifférence lui a donné assez d'énergie pour continuer. Il voulait prouver qu'il pouvait survivre à cette épreuve. Pour la première fois depuis le début du combat, Diodène a montré une réaction positive. Il aimait bien l'énergie du gamet même s'il restait un imbécile. Dans un mode devenu un champ de ruines, où il ne reste que du sable, le pouvoir de Zo est une véritable bénédiction. Après tout, il aurait pu utiliser et perfectionner ce pouvoir pour mener une vie de luxe, mais cela aurait été tout. Une existence superficielle. Ces imbéciles à l'esprit étroit sont obsédés par les illusions. Ils ignorent même pourquoi le mode est devenu ainsi au départ, et elle éveille à maîtriser, utiliser et faire évoluer leurs propres compétences jusqu'à l'extrême limite. Ce pouvoir n'est pas destiné à un soldat standardisé, produit en usine. Diodè est peut-être l'un des très rares à s'en souvenir encore. La plupart ont oublié la tragédie qui a ébranlé les fondements même du mode il y a 100 ans. À cette époque, Diodè était irrémédiablement perdu. Il avait perdu le compte du nombre de personnes mortes en sous ses yeux. Ses camarades, ses voisins et même sa famille ont été victimes de la catastrophe. Ce qui l'a le plus affecté, c'est la perte de sa fille. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant. Il a perdu tout ce qui comptait pour lui alors qu'il était paralysé comme un dé idiot. Ce gamin Zo est différent. Il n'a jamais faibli. Même lorsque les chances étaient injustement défavorables à son égard. Il pourrait potentiellement devenir tout ce qu'il voudrait, pourvu qu'il soit assez fou pour se jeter dans la mêlée, franchissant la ligne entre la vie et la mort. En marchant sur cette limite, on grandira sans aucun doute à une vitesse étonnante. Zoon, qui semblait avoir perdu toute trace de raison, rit au nez de l'armée de fourmis. Au beau milieu de la bataille, il mit au point une technique qui permettait de créer un missile de sable compressé ultra puissant. C'était une invention simple et rudimentaire, mais son pouvoir destructeur était bien réel. Chaque missile qu'il lançait était chargé de gravité comprimée, devant et de toute l'énergie dont il pouvait se servir. C'était plus que la somme de ses parties, une synergie harmonieuse qui décuplait la puissance. Les fourmis n'ont pas réussi à le tuer avant qu'il ne s'adapte, c'est donc à leur tour d'être massacrés. Diodè lança un sourire narquois au petit voyou qui est enthousiasmé pour sa petite invention. Lorsque Zoon eut fini de bombarder les insectes, le terrain environnant avait été considérablement modifié, criblé de cratères à de multiples endroits. Il était très content de lui. C'était un motif de réjouissance. Zoon était tellement excité de se vanter de sa victoire devant le vieux gisé qu'il n'a pas remarqué la menace venant de son flanc. La plus grosse fourmi de la colonie avait fait surface et l'avait attrapé d'une forte pression de ses mandibules. Elle s'est approchée de lui sans faire le moindre bruit. Il était possible que ces créatures soient capables d'utiliser une compétence de furtivité élevée. Cette sensation étrange qu'il ressentait à l'intérieur de son corps donnait un sens à sa situation. Il a été empoisonné. Il perd progressivement le contrôle de son mana. Le poison doit bloquer ses nouveaux points de mana. Limité et impuissant. Il ne pouvait que proférer des injures. La fourmi géante était insensible à son langage grossier. Il n'était qu'une proie de plus qu'il fallait chasser.
Lorsque Zo reprit conscience, il se retrouva au fond de tunnels souterrains, entouré de ses ennemis jurés. C'était une fourmilière. Sentant que de la nourriture était arrivée, les larves de la colonie se sont précipitées vers lui mais paralysées. Leurs cris stridents et leur apparence extraterrestre étaient pour le moins rebutants. Une fois certaines qu'ils ne représentaient pas une menace, les larves rampèrent sur tout son corps, cherchant à goûter à sa chair savoureuse. Ces vautours étaient suffisamment puissantes pour percer la peau et mordre tout ce qui se trouvait en dessous. Bien qu'il fût le plat principal de ce festin répugnant, Zo ne put bouger de pouce. À ce rythme, il sera dévoré vivant. Latement à mesure que sa vision s'estompait, il vit sa vie défiler devant ses yeux. Ce dont il a été témoin lors de ce voyage déprimant dans le passé a réveillé quelque chose de profond en lui. Zo retrouva une partie de sa volonté pour lutter contre le poison et écraser le des parasites qui tentaient de se nourrir de sa chair. Le mouvement des larves servant de nourriture a alerté les fourmis qui observaient le festin. Il rit de lui-même pour avoir osé fermer les yeux comme un lâche. La vie est tellement injuste. Le flashback de toute sa vie ne montrait pas un seul beau souvenir. Comment a-t-il pu accepter de mourir comme un tel minable chud? Cette expérience de mort imminente a dû le pousser au-delà de ses limites et accentuer les marques sur son avant-bras. Puisant dans le sable sous ses pieds, il pulvérisa de seul coup toutes les larves hideuses qui se trouvaient à proximité grâce à une explosion hérissée de poètes. Elle armée de fourmis a paniqué. Leur prisonnier était censé leur servir de nourriture gratuite, mais à présent, Zo est de nouveau sur pied, entouré de dizaines de missiles compressés. Il baissa les yeux sur son avant-bras et remarqua que son grade avait augmenté. Ce passage au niveau supérieur s'accompagnait d'une purification contre le poison, d'une restauration de l'endurance et d'une augmentation globale de sa capacité de mana débordante. La deuxième ligne de Nsandif sur sa marque était l'aboutissement de son travail acharné et sans relâche au cours des derniers jours avec le gisé. De la puissance brute à la limite de mana, tout était à un niveau totalement différent de ses capacités de rang F. Et pourtant, il disposait de tous les missiles de sable. Je n'ai toujours pas réussi à égratigner la reine des fourmis. Les sectes géants ripostant en elle attaquant avec ses nombreux membres au mouvement rapide. Ce coup simple mais efficace a traversé la roche et l'a pulvérisé en sable. Zo poursuivit son barrage de sable, mais la carapace de la reine était tout simplement impénétrable. À ce stade, même une petite entaille dans cet exosquelette noir suffirait à le faire réagir. La défense de la reine était insensée. Après plusieurs tentatives infructueuses, il admit que les projectiles de sable ne seraient pas efficaces, aussi qu'oppressés et destructeurs soient-ils. Dans ce cas, il devra tout simplement repenser toute sa stratégie. Il doit bien exister un moyen de briser une armure incassable. Les actes de destruction et de perforation étaient exclus. Peut-être pourrait-il essayer d'arracher complètement cette carapace coriace. Pour ce faire, Zo a manipulé chaque grain de sable qu'il pouvait contrôler afin de recouvrir entièrement le corps de la reine. Il s'imaginait un mouvement de déchirure serré autour de la carapace dure, la tordant et la détachant entièrement de la chair. Cela fit hurler la reine de douleur. En représailles à sa tentative brutale de déshabiller une reine, elle commença à concentrer du mana pur dans ses mandibules. Elle ne lutta pas contre la déchirure, mais prépara au contraire une redoutable contre-attaque à distance. Zo n'était pas le seul séglé dans cette fourmilière. Le mana accumulé produisait des odes à ultra haute fréquence qui lui faisaient saigner les oreilles. À ce rythme, son cerveau risque d'exploser sous la pression. Le combat, qui s'annonçait simple, s'était transformé en une bataille d'endurance et de tolérance à la douleur. Zo pensait que son plan insensé pour déshabiller la reine était une bonne stratégie. Qui aurait cru que la dirigeante de la colonie avait plus de tours dans son sac, lui faisant saigner des oreilles et des yeux? L'enfant acceptait le défi avec un enthousiasme, même s'il y avait de fortes chances qu'il y meure. C'était vraiment simple. Celui qui meurt en première est le perdant. Ce type était un vrai haineux. Il serait prêt à mourir avec son ennemi s'il y avait la moindre chance de gagner. L'angoissante épaisse prit fait lorsque Zo sentit sa conscience se briser. Quelque chose se brisa à l'intérieur de son corps, rompant le lien avec son esprit. Il a peut-être atteint ses limites absolues là-bas. Son corps inutile ne pouvait pas suivre le rythme. Il en a marre d'être si pathétique et faible. Le gisé a dû entendre ses pensées les plus intimes pendant qu'il ramassait Zo de la poussière. Avec ce sourire désévolte, Diodine réprimanda l'imbécile pour avoir failli mourir. Miraculeusement, Zo rétablit le lien entre son corps et son esprit. Il a même plaisanté en disant qu'il laisserait le gisé avoir le dernier mot. Il n'était cependant plus nécessaire de s'en mêler. Cette reine fourmi ou de rancée était bien plus puissante que Zo. Pourtant il n'a pas abandonné. Il s'est battu jusqu'au bout et a gagné le droit de vivre grâce à sa persévérance et à sa créativité. Diodé le couvrait d'éloges pour la première fois depuis qu'ils avaient fait équipe. C'était vraiment dommage que les tépans de Zo soient complètement perforés. Il n'a pas entendu un mot de ce qu'il venait de dire. Conscient du défaut de ses tépans, le vieil homme porta son corps inerte près du cadavre de la reine des fourmis-loups. Ils atteignirent une petite clairière où une sphère scintillant avait été soigneusement déposée. Zo demanda au gisé ce qui se passait et Diodé se mit à gribouiller sur les murs. Il expliqua que la sphère était l'œuf de la reine. C'est un médicament, aromatisé à la fraise en plus. L'enfant était perplexe face à ces gribouillis sur le mur, mais il semblerait que le pousse à manger une substance inconnue une fois de plus. Au cas où un tel incident se reproduirait, Zo a demandé si égérer cette merde allait faire aussi mal que la vésicule biliaire du pêcheur à la ligue.
Diodé prit la parole et admit que manger l'œuf entraînerait très probablement la mort, mais Zoon ne put l'attendre à cause de sa grave blessure à l'oreille. Finalement, il choisit de faire confiance à l'appel du vieil homme et approcha sa bouche de l'œuf sétillant. C'est juste un gamet des rues de Nohausul. Il ne sait même pas quel goût ont les fraises. Mais si ça a le même goût que cet œuf de fourmi, alors les fraises doivent être sacrément délicieuses. Zoon en a demandé plus en plaisantant, mais son visage pâlit lorsqu'il ressentit quelque chose d'inhabituel en avalant l'œuf. Des stalactites de sang jaillissaient de tout son corps. Le saignement qui venait de s'arrêter a repris. Il subissait un processus appelé éversion d'organes. Cela signifie littéralement des torsions et des retournements des intestins et des parties du corps voisines. Normalement, l'œuf de la reine des fourmis est utilisé comme poison mortel. Même une petite quantité de cette substance immode suffirait à éverser de force les organes éternes d'un être humain. Les organes du consommateur sont transpercés et tordus. Ils étaient agités par un bateau épineux. La plupart des gens mourraient sans aucun doute des suites de l'agonie et du choc provoqué par l'éversion des organes. Alors que la douleur paralysante obscurcissait son esprit, Zoon maudit le vieil homme qui lui faisait subir l'enfer encore et encore. Mais Diodé essayait simplement d'augmenter ses chances de survie dans ce mode fou en s'exposant à une douleur capable de briser les volontés les plus fortes. La phase suivante de l'éversion des organes consistait à vomir des litres et des litres de sang, comme un robinet qui fuit dans un film d'horreur. À ce stade, c'est un miracle que Zoon soit encore debout. Elle succombe lentement à l'hémorragie et entre en état de choc. Il commença à se remémorer les derniers jours des aventures. Il pensait avoir en fait trouvé quelqu'un qui avoir confiance. Mais Diodé n'est peut-être que vieux sadique après tout. Peut-être qu'il n'était qu'un imbécile de plus pour grand-père. Glissant et tombant dans sa propre mare de sang, Diodé le regarda se tordre de douleur sur le sol. Pendant que l'enfant était pris de convulsions, le vieil homme fouillait le cadavre de la reine des fourmis. Il ne lui fallut pas le temps pour trouver ce qu'il cherchait. Il arracha un morceau de tissu brillant du bas du corps de la reine. Il a gloussé. Comme prévu, la pierre de mana d'une baie est de tout autre niveau que celle des créatures mentales. Celui-ci était tout simplement le jackpot. Diodé jugea les corps de fourmis utiles à l'avenir et les stocka donc dans un espace indépendant. Ses agissements récents lui ont valu les foudres de son épée crayon. Il a admis qu'il avait peut-être poussé le gamet trop loin cette fois-ci. Il n'y avait pourtant pas d'autre solution. S'il est faible, il meurt. C'est ainsi que fonctionne le destin. D'ailleurs, Crayon sait aussi bien que le gisait qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps. Au lever du soleil, Zoon continuait de déjouer tous les pronostics en se réveillant après une sieste comme un bébé exsangue. La première chose qu'il vit fut ce sourire agaçant plaqué sur un visage ridé. Instinctivement, le gamet irrespectueux s'en prit à son mentor. Diodé l'a fermement mis en garde contre le risque de faire des vagues tant qu'il est encore aimable. Zoon n'écoutait pas. Il avait chargé et verrouillé sur la position du gisé un lot de missiles de sable bien plus puissants. Diodé a essayé de le dissuader de passer à l'acte, mais l'enfant a tout de même commis l'agression. On ne peut pas lui en vouloir non plus. Il agissait en pilote automatique. Zoon agissait uniquement sous la conviction que le vieil homme avait tenté de le tuer intentionnellement. Sa diode était profondément enfouie dans le sable. Il bougeait et parlait comme un esprit vengeur, animé d'un désir de vengeance. Outre les dunes de sable, il a également examiné les stélacites pointus qui pendaient des parois de la fourmilière. Il utilisa les greffes pour couper l'une des pointes géantes et la fit s'abattre sur le vieil homme. Cette série d'attaques l'a complètement épuisé. La combinaison était impressionnante, mais le coup en mana et en endurance l'était tout autant. Tandis qu'il s'éternisait sur la tentative d'assassinat dont il avait été victime, le vieil homme soupira simplement et mit sérieusement en doute son intelligence. Certes, l'œuf de la reine contenait peut-être des toxines qui auraient pu lui pourrir le cerveau, mais cela n'exclut en rien le fait d'utiliser au moins ce qui lui reste dans son crâne épais. Zoon était stupéfait que le gisé soit resté immobile et ait encaissé son combo complet sans même une égratignure. Si Diodé avait vraiment voulu le tuer, un simple coup sur le front suffirait. Pourquoi un homme aussi puissant que ce vieil homme se donnerait-il la peine d'empoisonner un misérable? Cette clarification était un peu insultante. Mais Zoon devait admettre qu'elle était tout à fait logique. Le gisé expliqua que l'œuf de la reine est un poison mortel qui tord et transperce les organes du consommateur. Survivre à ça. Et cela permettrait également d'éliminer toutes les toxines et impuretés de chaque recoin de votre corps. Selon son usage, cela pouvait être un poison mortel ou un remède divin. Une fois que toutes les impuretés éternes auront été expulsées du corps de Zoon, le mana remplira rapidement les espaces vides où résidaient auparavant ces impuretés. Il a dû ressentir le changement lorsqu'il a réellement tenté de tuer Diodé. D'après les estimations du vieil homme, le mana du gamet avait dû être multiplié au moins par 3 ou 4. Après avoir reçu les explications nécessaires, Zoon s'excusa abondamment, sauta dans les bras du gisé et justifia ses actes en disant qu'il n'était pas dans son état normal. Diodé n'a pas fait toute une histoire de cette polémique. Il était tout simplement dégoûté d'être enlacé par un type arrogant. Heureusement, cet œuf a aussi guéri ses blessures. Ses tépans étaient de nouveau intacts et il pouvait à nouveau entendre les insultes. Zoon refusa de lâcher prise malgré les protestations du gisé. Intérieurement, Diodé dialoguait avec sa lame au sujet du risque qu'ils avaient pris en laissant l'enfant manger l'œuf. En réalité, Zoon ne simulait que partiellement ses excuses larmoyantes pour éviter d'irriter davantage son moteur excentrique.
Le gisé estime néanmoins que le risque en valait la peine. Si l'offant ne devient pas assez fort rapidement, il ne sera que poids mort. Parfois les paris risqués sont payants comme aujourd'hui. Diodet souleva Zo comme s'il ne pesait rien. Il est temps de quitter cette sinistre fourmilière. Il était un peu perplexe quant à la raison pour laquelle le vieil homme l'avait de nouveau saisi alors qu'il était désormais parfaitement capable de marcher seul. Puisqu'il a déjà perdu assez de temps sous terre, il n'y a que seul moyen rapide de remonter à la surface. Lorsque le vieil homme désigna le plafond hérissé de pointes de la colonie, Zon sut qu'il allait se faire mal, qu'il le veuille ou non. Quelques instants plus tard, la surface paisible du désert de sable fut interrompue par une apparition soudaine venue d'en bas. Diodet était amusant, il prenait les choses en main et allait vite. Zon appréciait Gerson fait freiner. Pourquoi ne peuvent-ils pas voyager comme des gens normaux, une fois pour toutes? Le gisé aurait volontiers envisagé de traverser tranquillement ces terres arides si l'imbécile n'avait pas dormi pendant 4 jours d'affilée. Diodet plaignait celui ou celle qui épouserait ce gamet pathétique plus tard. Les plaisanteries et les taquineries cessèrent lorsque le gisé aperçut quelque chose au loin. Zo prétendait que plus rien ne pouvait le surprendre, mais il referma rapidement son piège dès qu'il suivit le regard du vieil homme. Plus loin se dressait une tortue terrestre géante de la taille d'une petite île. La bête se trouvait à près de 30 km de leur position, mais sa taille imposante la rendait parfaitement visible. Diodet expliqua que la tortue était connue sous le nom des Arcalos, la forteresse mobile, une véritable plaie qui ne lui laissait jamais un instant de répit. La tortue elle-même est classée comme une bête magique de rang B, mais ses défenses surpassent de loin celles de nombreux monstres de rang A. Après avoir adopté la bête, ils modifièrent sa carapace et l'utilisèrent comme moyen de transport, une forteresse mobile. Diodet a supplié l'imbécile de bien regarder l'archelon. Voir une telle chose pour la première fois amènerait sans aucun doute n'importe qui à réfléchir à l'immensité du mode. Il existe de véritables monstres capables de dompter et de chevaucher une bête de ce genre, là-bas à l'état sauvage. Lorsque la forteresse mobile les dépassa, le vieil homme et l'imbécile n'étaient plus que de la poussière coincée entre les orteils de l'archelon. Lorsque la tortue s'arrêta d'avancer, quelque sauta de sa carapace au sol. Vu le degré de familiarité de cette personne avec le gisé, il semblerait qu'ils se connaissaient. Cela faisait longtemps que ces deux vieux sacs d'os n'avaient pas été vus.